Alors, Monsieur Robin Philpot, vous avez actuellement fondé et vous opérez une maison d'édition, Baraka. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques minutes? Denis Vaugeois, l'historien, éditeur, ancien ministre, est venu me voir et dit il faut fonder une maison d'édition de livres anglais pour que les Québécois puissent parler à l'anglosphère, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ailleurs, de leur propre voix. Et c'est un constat que j'avais parce que dans certains des livres que j'ai écrits en français, on n'a jamais trouvé d'éditeur en anglais. Alors, c'est un peu ça. On a fondé ça en 2009. Le livre, moi, qui m'a touché après, je dirais, après ma période de dépression post-référendaire et voulant reprendre le combat, il s'intitule Le référendum volé, que vous avez publié en 2005. Et effectivement, j'étais bien sous l'impression, le soir du résultat du référendum, que c'est un référendum qui nous avait été volé. Pour faire ce livre-là, ce qui est assez impressionnant, vous avez rencontré une série de personnes, et j'en nomme quelques-unes, et puis on pourrait revenir. Brian Tobin, John Ray, dont on va parler de façon plus précise, Sheila Copps, quand même pas rien. John Underrich, qui est-il, lui? Il est l'éditeur propriétaire du Toronto Star, le plus important journal au Canada. Et Caspar Bloom. Caspar Bloom était chef du Parti libéral du Québec, président, mais aussi un homme qui a fait un travail de faire voter les Québécois hors Québec, ou ceux qui sont partis, puis les faire voter en grand nombre. Mais comment avez-vous pu approcher ces gens-là, puis qui s'ouvrent à vous? Il faut se remettre dans le contexte. En 2004, donc 9 ans après le référendum, ils l'ont gagné. Et toutes les histoires sordides des manigances financières n'étaient pas sorties encore. Je leur ai écrit en anglais, très gentiment, et ils voulaient dans les livres d'histoire. Donc, ils ont tout de suite accepté mes demandes d'entrevue, sans même faire de recherche pour savoir si j'étais indépendantiste ou non. Alors, ils se sont ouverts à moi, ces gens-là. Ben, magnifique. Et aussi, le soir du lancement, parce qu'il y a eu 2 éditions, il y a eu une édition en 2005, le soir du lancement, était présent M. Parizeau. M. Parizeau, qui, me disiez-vous, avait lu des épreuves de votre livre, avait accepté de vous rencontrer pour sa préparation. Voulez-vous nous expliquer? Mais M. Parizeau, ben, c'est la clé de tout, là. Et je le connaissais comme ça. Il m'a donné accès à toutes ces archives. Puis ça, il fallait avoir la permission de toutes ces archives. Donc, tous ces documents d'avant le référendum. Ensuite, il a relu les preuves et il m'a fait quelques commentaires. Et il a très bien voulu assister au lancement en 2005. Et à ce lancement, il a dit, si j'avais su à ce moment-là les choses que M. Philpot a révélées dans son livre, j'aurais agi autrement. Incroyable. Donc, c'est un beau compliment. Ben, vous avez révélé des choses, vous avez dit des choses qui ne se savaient pas ou qui n'ont pas été dites. Pas publiquement, des gens avaient des doutes, mais là, des gens vantaient comment ils ont violé la loi québécoise. Ces gens-là que vous avez mentionnés tout à l'heure. Et vous commencez votre livre en parlant du contexte historique du référendum de 1995 relativement à la question de l'autodétermination des peuples. Pouvez-vous nous en donner quelques informations? C'est parce que 1995, c'est l'aboutissement d'un mouvement, je dirais mondial, de libération des colonies. On oublie que la fin de la Seconde Guerre mondiale était un souffle de libération. Et bon, il y a eu l'Afrique, l'Asie, l'Algérie surtout, entre autres. Et le Québec faisait partie de ça. Et dans les années 60, alors, il y a eu ce souffle-là. Et 95, à mon sens, c'était l'aboutissement de ce souffle-là. Et donc, c'était, je veux dire, dans la grande foulée de la libération des gens des colonies. Et vous faites référence à un pacte international des droits civiques et politiques adopté par l'ONU en 1966. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique. Les États partis au pacte, dont le Canada était, sont tenus de faciliter
la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais ce pacte-là, je rappelle, ce pacte-là est encore quelque chose dans la souffle de l'après de la Seconde Guerre mondiale. Donc, les États voulaient reconnaître ça. Et là, vous allez voir qu'en 1995, le Canada n'a pas respecté du tout ce pacte. Dans les tout premiers chapitres, contre toute attente, vous nous parlez d'un autre référendum, celui de Terre-Neuve. S'il y a quelque chose, une juridiction, une entité qui ressemble au Québec, c'est le Terre-Neuve. Ouais. Ils sont là depuis très longtemps. C'était indépendant. Il y a eu ce référendum-là en 1948. Et en fait, c'était une tentative entre Londres et Ottawa. Ils ont décidé on va annexer Terre-Neuve. Dans les faits, les Terre-Neuviens au début, ils avaient choisi d'avoir deux choix. Le statu quo, qui est une sorte de commission, une sorte de dictature bienveillante de Londres, ou l'indépendance de nouveau. Londres a gardé le droit de regard sur la question et ont dit qu'il y aurait trois choix. Donc, ils ont fait un premier référendum. L'indépendance a été le premier. Deuxième, confédération avec le Canada. Troisième, le statu quo. Et après ça, le résultat était 52 %, disent-ils, qui étaient pour la confédération, 48 %. Le premier ministre du Canada, Mackenzie King, dit que c'était un résultat tout à fait clair, sans aucune ingérence d'Ottawa. Alors que vous démontrez dans votre livre qu'il y a eu une ingérence et politique et financière incroyable. Les résultats, la preuve des résultats, tout ça a été détruit. C'est une répétition pour le référendum québécois de 1995. Les mêmes joueurs, le Parti libéral du Canada, les mêmes façons de diviser pour régner, tripotage. Et même à la fin, ils ont brûlé dans les les jours qui ont suivi, ils ont brûlé tous les bulletins pour plus qu'il y ait de décompte. Par la suite, vous nous parlez d'un personnage important, central dans le cadre du référendum de 1995, John Ray. John Ray, c'est un homme puissant. Il est vice-président de Power. Il est le frère de Bob Ray, que l'on connaît, qui a été premier ministre ontarien. Il est bras droit de Chrétien. Hein? Et vous dites, il a, en juillet 1995, participé à un quatuor de golf avec Jean Chrétien, James Blanchard, comme vous l'appelez, qui était ambassadeur américain au Canada, et Bill Clinton. Ouais. Quand même pas rien. Alors, quelle a été sa participation à ce John Ray? Il était organisateur de Jean Chrétien depuis 1966. Mais il faisait ça à partir de Power Corporation. Vous voyez le lien? Juste sa proximité du pouvoir il était à Power Corp. Power Corp était très proche de Chrétien et lui était vice-président chez Power Corp. Pendant le référendum, lui était chargé il était vice-président du comité de liaison. Il était président du comité de liaison entre le comité du non et le gouvernement fédéral, le Parti libéral du Canada. Donc, il était à temps plein pendant des mois et des mois pour le comité pour le non. Je l'ai rencontré et tout le monde est surpris qu'il accepte de me rencontrer. Je voulais savoir, j'avais déjà des informations comme quoi il avait détruit un paquet de documents sur les finances du référendum du comité du non. Donc, il a accepté mon demande d'entrevue. Et je demande d'où vient l'argent pour le fameux Love-in du 27 octobre. Il saisit comme ça, puis il dit « Ça n'a aucune importance. Cette manifestation était de conception immaculée et la combustion spontanée. » Oui. Après ça, je lui pose la question encore. Il se lève, puis il répète. Et puis là, c'était comme fermé comme une palourde. Et donc, sa participation à Patrimoine Canada, Option Canada, est-ce que vous pouvez nous en parler? Je n'ai pas des preuves, mais j'ai interviewé quelqu'un qui a travaillé étroitement avec lui, qui m'a expliqué que quand il y a des documents qui ont détruits avec tous ces talons de chèque, des entreprises qui finançaient toute la campagne pour le non, illégalement. Alors, il était
Je dirais probablement l'homme à tout faire, un peu dans les coulisses de la campagne. Pour Option Canada, vous allez recevoir quelle information? Lui, il ne voulait pas en parler. D'accord. Le Pierre-F. Côté, qui était directeur général des élections à l'époque, avait dit on n'a jamais pu savoir ce qu'il en était. Quand j'ai publié ce livre en 2005, non plus on n'avait pas pu savoir. Mais un mois après la sortie du livre, puis on en parlait beaucoup, Normand Lester, le journaliste, a mis sa main par différentes façons sur la boîte de documents d'Option Canada. On s'est rencontrés au Salon du Livre, Normand et moi, puis il a dit « j'ai la boîte de documents ». Il dit « je vais faire des reportages télé ». Je dis « non, on va faire un livre ». Alors on a fait ce livre-là. En 2 mots, qu'est-ce que dit ce livre relativement? C'est ce que je dis, on a eu tous les documents, comment ils ont dépensé près de 5 millions de dollars, une grande partie illégalement. C'était une organisation occulte. Personne ne savait publiquement que ça existait avant 1997, donc 2 ans après le référendum. Les gens ont appris l'existence de cette affaire-là. Le DGE ne savait pas. Le comité du non, oui, eux savaient. Puis là, on voit comment ils ont payé des bénévoles pendant toute la campagne référendaire. On a eu les talons de chèque. Ils ont dépensé de façon pour les publicités, pour tout ce qui va dans une campagne référendaire, mais en sous-main, en violation. Et cet argent-là venait directement du conseil privé, en passant par le Conseil pour l'unité canadienne. Donc, ils ont créé cette organisation occulte pour dépenser illégalement pendant cette période-là. Et d'ailleurs, le directeur général des élections qui s'est occupé des référendums, Pierre-F. Côté, va écrire ceci. Vous savez, la question que je me pose finalement, quelle sorte de violence peut-on utiliser à l'égard de l'émancipation d'un peuple, les forces armées, le trucage, le vol, les dépenses électorales, l'argent? L'un des éléments fondamentaux d'une démocratie, c'est la liberté. Alors, jusqu'où va-t-on pour bafouer la liberté des individus et d'un peuple, finalement? Mais il a dit, j'arrive à la conclusion que nous sommes dans un état de demi-droit au Canada, parce que nous ne pouvons pas faire respecter nos lois, qui sont adoptées dûment selon toutes les règles. Et je rappelle que ce sont des lois canadiennes que les dirigeants du Canada, les dirigeants politiques et économiques, violent sciemment. Un autre sujet dont vous traitez dans votre livre, c'est la question des citoyens instantanés. On a des règles de citoyenneté au Canada. Pendant des années avant et après, le Canada naturalisait environ 21 000 par année. Dans la seule année précédant le référendum, ils en ont naturalisé 50 000. Et dans le seul mois d'octobre, avant le 20 octobre, parce qu'il y avait une date limite pour être citoyen, pour avoir le vote, ils en ont naturalisé 11 000. Ça veut dire qu'ils ont fait plus que la moitié qu'ils faisaient normalement dans une année. Donc, ça veut dire qu'ils mobilisaient l'État canadien, tout le ministère de l'Immigration, pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un fasse une demande et au lieu d'attendre 9 mois à 1 an, ils attendaient 9 jours à 1 mois. C'est quand même assez frappant comme façon de fonctionner que, comme disait Jean Brault, un ancien publiciste pour le fédéral, il dit, pendant le référendum, l'État et la politique ne faisaient qu'un seul. Alors, normalement, l'État est l'État. Il y a les partis politiques. Ouais. Et dans le cas du référendum, il y a des camps bien définis par la loi. Et là, il démobilisait tout l'État canadien, de sorte que, selon Jean-François Lisée, dans une étude, un livre qui s'appelait « Sortie du secours », ses calculs, puis il avait tout examiné ça, c'était qu'il y a eu 30 000 personnes de plus qui ont voté non. Parce que la théorie du gouvernement fédéral, c'était parce qu'ils sont immigrants, ils ne veulent pas faire de changement, donc ils ont tout voté. D'ailleurs, à la fin de la cérémonie à laquelle ils assistaient, vous relatez j'ai rencontré quelqu'un qui a eu sa citoyenneté à cette époque-là. Finalement, lui a voté oui, mais il a raconté que
à la fin, le monde se levait, il chantait au Canada. Puis après ça, quelqu'un qui allait dans les allées, puis il disait, maintenant vous savez pour qui voter. Il sortait et puis il y avait des autos organisées par le camp du non, puis il l'amenait pour les inscrire, pour pouvoir voter. Ouais, pour les inscrire sur la liste électorale. Incroyable. Cette rapidité-là à accepter ces gens-là a amené quand même... Il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés, dont une, moi, qui m'a beaucoup surpris, que je ne savais pas. Vous nous parlez de M. Rolf Al-Jidi. En fait, en 2003, si je ne me trompe pas, le secrétaire d'État américain avait dit que le Canada est une passoire parce qu'il laissait passer des terroristes, qui accordait la citoyenneté. Puis le Canada a monté sur ses grands chevaux, il dit, on n'a pas question, on n'a jamais été un passoire. Mais, alors, sur la liste, que ce monsieur de secrétaire d'État, je pense, il y avait un nommé Abdel Aruf Al-Jidi, qui, lui, a eu sa citoyenneté à Montréal en octobre 1995, à quelques semaines du référendum. Autrement dit, le Canada, en mobilisant contre le Québec et en changeant toutes ses règles et des pratiques d'immigration, a ouvert la porte à quelqu'un qui, par la suite, a été accusé. Il sera mis à prix pour 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. C'est quand même pas rien. En rapport avec le 11 septembre 2001 que c'est sorti. Parlons maintenant des électeurs hors Québec. Là, vous référez à Maître Gaspard Blum, qui est un avocat d'un bureau d'avocats, dont le salaire sera payé par le cabinet d'avocats pour s'occuper de quoi? Un bureau de Ogilvy Renault. Il était un ancien président du Parti libéral du Québec. Et il a monté cette opération. Ils ont envoyé de 50 à 1000, si je ne me trompe pas, à 100 000 lettres à des gens qui sont originaires du Québec, qui vivent à l'extérieur. Et les règles sont nettes là-dessus. Si quelqu'un a quitté pendant 2 ans, et pas plus que 2 ans, il peut voter. Alors, lui a décidé d'aller recruter du monde partout. Ils ont même eu de l'aide du fédéral pour un peu pointer les soldats, tout le monde qui aurait quitté. Mais quelqu'un, alors le directeur général des élections savait qu'il pourrait avoir des passeports. Alors il a dit, il faut qu'il y ait un engagement, que ces gens-là s'engagent à revenir à l'intérieur des 2 ans. Alors là, le Gaspard Blum, il a tout fait pour contourner ça. On calcule qu'il y a eu au moins 11 000 votes qui n'auraient pas dû, selon la loi, être vote pour le non. Oui. En raison de cette opération. C'est toujours la participation du gouvernement canadien. Il n'y a pas de comptabilisation qui est faite, évidemment, de ces dépenses-là, sans doute très importantes. Post Canada, d'ailleurs, va participer à l'envoi des lettres en question. Il ne pouvait pas être posté au Québec parce que... Il ne pouvait pas être posté au Québec, donc... Parce que sa lettre devait être comptabilisée par le comité pour le non. Si on a le directeur général des élections, il y avait l'obligation d'appliquer la loi sur les consultations populaires. Et on se rappelle, peut-être je ne l'ai pas dit, il y avait une loi qui a mis sur pied après beaucoup de recherches pour le référendum de 80. Et dans cette loi, c'est très clair que chaque camp a à peu près 5 millions de dollars à dépenser. Ça ne sera pas du tout respecté. Pas du tout. Parlons d'un sujet fort important aussi, une autre dépense énorme qui a influencé certainement sur le résultat du référendum. C'est le fameux Love-In à Montréal, à quelques jours de la tenue du référendum. Vous parlez beaucoup du rôle de Brian Tobin, capitaine Canada, comme on l'appelait à l'époque. Alors, comment ça s'est organisé, ça? Brian Tobin disait, puis il me l'a dit, puis il a écrit dans un livre aussi, mais il me l'a dit dans cette entrevue-là, le lundi avant le référendum, les sondeurs l'appellent et disent « Brian, vous allez perdre. Pas que ça va mal pour vous, mais vous allez perdre. » Et il décide à ce moment-là, avec l'appui du premier ministre, qu'il allait changer une petite manifestation des gens d'affaires de Montréal en une rallye pour le Canada. Et là, lui, il dit,
j'appelle le président d'Air Canada et je dis, est-ce que vous êtes capable de nous fournir des avions? Puis lui, il dit, vous avez besoin vous voulez des avions, vous les aurez quand vous voulez, dites-nous où. Même chose pour les lignes canadiennes qui existaient à l'époque. Ouais. Et Même chose pour Via Rail. Via Rail, puis tout, les autobus. Et ils offraient un tarif, normalement, par exemple, Vancouver, Montréal, aller-retour, au lieu de coûter 2000 $, ils offraient ça à 99. Incroyable. Et ils ont rempli 25 000 sièges. 25 000 sièges. Et à des prix dérisoires. Brian Tobin, il le rappelait, puis encore, il se vantait à ce moment-là. Quand vous l'avez rencontré. Et il dit, on savait qu'il y avait une loi québécoise, mais nous, on n'a jamais été d'accord que le Québec puisse décider tout seul. Le fait des lois ne concerne pas beaucoup. Non. Vous parlez d'une dame, et puis ça, je pourrais ça m'a rappelé des souvenirs, d'une dame qui se trouvait au travail près du lieu de la manifestation. Je nomme l'entreprise. Elle était chez Bombardier. Oui. Le président de Bombardier était le grand porte-parole des gens d'affaires pour le Nord. Oui. Le jour du mal nommé Levin, cette dame-là apprend qu'il y a une alerte à la bombe. Non, une alarme d'incendie. Une alarme d'incendie, oui. Alors là, tout le monde doit quitter. Mais contrairement aux exercices d'incendie ou même des choses comme ça, ils pouvaient prendre l'ascenseur. Alors là, ils pouvaient prendre l'ascenseur. Donc, elle descendait en bas où se trouvait la manifestation. Et Bombardier est à la gare centrale, à 2 pas de la place du Canada. Alors, les gens étaient poussés pratiquement dans la manifestation. Elle arrive en bas, et puis après ça, il n'y a pas de point de ralliement. On dit, revenez après le lunch. Puis il y a quelqu'un qui donne des tracts pour aller manifester. Vous dites avec beaucoup de justesse que le Lovin, c'est très mal nommé. Parce que vous l'avez vécu comme une agression, comme moi d'ailleurs. Moi, j'appelle ça une occupation. Parce que c'est tellement mal nommé. Hein? L'amour, ça veut dire que c'est le respect. Et ça, c'était vraiment le contraire du respect. Le Québec, les Québécois décidaient de leur avenir et l'amour aurait exigé que ces gens-là restent chez eux puis dire, on aimerait que vous restiez chez nous, mais c'est à vous à décider. C'est le contraire. Ils arrivent avec les drapeaux en grand nombre et ça ressentait cette idée d'occupation. C'est quand ils plantent le drapeau au cœur de Montréal pour dire « vous nous appartenez ouais. ». Alors, c'est vraiment un esprit... je pense qu'il y avait un moment donné, au début de la campagne référendaire, on dit qu'il fallait écraser les souverainistes. Et c'est cet esprit-là qui ressortait. Pierre F. Côté disait qu'on vit dans un état de demi-droit. C'est ça. Parce que là, vous avez l'État canadien qui demande à des entreprises qui relèvent de l'État canadien, toutes les entreprises de transport, bien sûr. Ils leur demandent, on a besoin d'avions, de trains, et ils viennent faire ça et ils refusent de comptabiliser parce que quand Pierre F. Côté demande, donc le DGE du Québec demande à des députés canadiens de rencontrer le DGE et ses inspecteurs, ils reçoivent un fin de recevoir du Parlement canadien et ils disent « Nous n'avons pas à répondre à des instances provinciales. Ouais. » Donc, c'est vraiment, je pense que c'est l'exemple le plus frappant du non-respect des lois québécoises, dûment adoptées par notre Parlement. Tout à fait. Le directeur du plus important journal canadien, John Hondrich, c'est l'éditeur de Toronto Star, le plus important journal. Il s'est tellement excité, là. Il a rempli son journal d'annonces pour des autobus. Il nolisait ces autobus. Okay? Et puis, il invitait, il était de collaboration avec des députés libéraux de Toronto, remplissait ces autobus, puis il mettait ses journalistes là-dedans aussi, puis il venait à la manif. Quand j'ai rencontré, il dit, on savait qu'il y avait une loi, mais on a dit, tant pis, au diable les conséquences. Puis après ça, il dit,
Et si nous allaient nous poursuivre, là, on les attendait de pied ferme. Et il dit, je n'ai eu que des félicitations de tout mon conseil d'administration d'avoir violé la loi québécoise. Ouais. Vous abordez également dans votre livre toute la question de l'intervention américaine. Vous nous parlez d'un personnage central, important, James Blanchard. Quel a été donc son apport, entre guillemets, au référendum? James Blanchard était un militant pour le non, on peut dire, tout en étant ambassadeur américain à Ottawa. Il était partout, il présentait des documents, il intervenait, alors que c'était vraiment, je veux dire, un ambassadeur ne doit pas se mêler de la politique interne du Canada. Moi, ma thèse, c'est qu'il était de mèche beaucoup avec le Parti libéral du Canada et d'autres anglo-canadiens, surtout anglo-canadiens, qui voulaient un peu que le grand frère au sud des États-Unis mette le Québec à sa place, sachant que le Québec a une relation un peu particulière avec les États-Unis. Les Québécois avec tant de Franco-Américains, une histoire de... Ils sont plus intéressés par les États-Unis que par le Canada anglais, par exemple. Donc, on a voulu, lui a bien voulu jouer le jeu du Canada anglais pendant le référendum. Et bon, alors là, après ça, c'est la question du président Clinton, qui était président à l'époque. Je pense qu'il faut souligner que le Canada, tout en disant, on n'est pas les Américains, mais dès que la question du Québec arrive et dit, on veut qu'ils deviennent à genoux quasiment pour que les États-Unis viennent et dire des choses un peu pour mettre le Québec à sa place. Il est intervenu 3 ou 4 fois, peut-être, je pense. Une des premières, c'est le 24 février 1995, à la Chambre des communes. Le président Clinton, qui était au fait de sa gloire à ce moment-là, va dire dans un monde assombri par des conflits ethniques qui déchirent littéralement des pays entiers, le Canada est demeuré pour nous tous un modèle de gens de cultures différentes qui savent vivre et travailler ensemble dans la paix, la prospérité et le respect. Ça, c'était quand même la déclaration du président américain à la Chambre des communes en février. On n'a pas eu de telle déclaration à l'Assemblée nationale par le président français de l'époque, mais enfin bon. Et là, vous dites, par contre, que cette position-là américaine, bien cultivée par nos élus fédéraux et par James Blanchard, elle va évoluer. Je pense qu'il faut se rappeler, février 1995, les sondages donnaient un autre résultat, comme en 80, 60% pour le non, 40% pour le oui. Donc, à ce moment-là, les États-Unis venaient du côté du gagnant. M. Parizeau, qui dirigeait le camp du oui, et dirigeait le gouvernement, a gardé le cap. Lui avait confiance que ça pouvait changer. Une bonne campagne, il avait savoir où on s'en allait. Et vous allez voir avec les positions, parce que le Canada a demandé, il y avait un ministre des Affaires étrangères, André Ouellette, ils ont demandé, Raymond Chrétien, ils ont demandé à des gens d'intervenir en faveur de Calédonie. Les Américains, des gens puissants. Ouais. Ils avaient même financé indirectement des études au sujet du libre-échange. Mais à une semaine du vote, M. Clinton a intervenu de nouveau. Plus du tout question de ces déchirements. Puis il dit, en gros, il a dit, c'est aux Québécois de décider. Comment expliquez-vous cette évolution dans la position c'est parce que, vous savez, c'était le mardi, je pense que si je ne me trompe, le 24 octobre, et où il y a cette intervention du président Clinton. La veille, Brian Tobin avait appris des sondeurs que le non allait perdre. Et là, les États-Unis regardent ça, puis la veille de ça, autour du 22, 23, je pense, le président français avait dit que nous allons reconnaître un Québec si les Québécois décident d'aller
eux-mêmes de décider de faire un Québec indépendant, souverain. Alors, les États-Unis écoutent et ont dit, ben non, on ne va pas écouter ces Canadiens anglais qui veulent nous ramener à intervenir à leur place si les Québécois décident. Alors, ils prennent une position qui est beaucoup plus diplomatique, une position beaucoup plus politique, parce qu'ils reconnaissent que le Québec est fort, que l'appui pour le oui et la volonté de créer un Québec indépendant y est assez profonde, cette volonté-là. Alors, cette évolution, je pense, démontre la force de la stratégie du camp du oui, mais aussi le fait que si les Québécois sont déterminés, et ils le disent haut et fort, on va avoir la reconnaissance internationale dont on a besoin. Aussi de faire confiance à la population. C'est ça que je pense que je dirais à M. Parizeau, il a fait confiance à la population. Si je leur propose un projet très bien défini où on s'en va et ils ont confiance en nous, la population va répondre à ça. Il y en a qui pensent que l'intervention des États-Unis, surtout parce que, écoutez, on parle de 95% de participation. Des gens qui ne votent pas normalement, qui n'écoutent pas nécessairement les grands politiciens. Ils peuvent être influencés par ces interventions étrangères. C'est évident. Tout à fait. Alors, mais la justesse de cette stratégie-là, la confiance envers le peuple québécois est primordiale. Et ce que je dirais, M. Parizeau, c'est une chose dont on doit se souvenir puis d'apprendre de cette confiance qu'il y avait. Parce qu'il y en a qui auraient abandonné au mois de février, à ce moment-là, où quand Clinton avait fait ce discours-là, avec des sondages qui étaient les mêmes que 15 ans auparavant, le référendum de 80. Oui, tout à fait. Dans un de vos derniers chapitres, vous parlez d'une femme que je ne connaissais pas, mais qui est une femme très importante, très reconnue, même mondialement. C'est Madame Jane Jacobs. Ouais, Jane Jacobs. Jane Jacobs. Elle est décédée en 2006, un an après l'entrevue, et c'était la dernière entrevue qu'elle a accordée. Puis la seule raison qu'elle a accordée, c'était parce que c'était sur le Québec. Et elle était une Américaine de New York qui a quitté New York parce qu'elle ne voulait pas que ses fils aillent dans la guerre au Vietnam. Elle s'est installée à Toronto, mais je dirais que c'est le plus grand urbaniste du 20e siècle. Si le centre-ville à New York demeure agréable, c'est entre autres grâce à elle, parce qu'ils ont empêché qu'on mette des autoroutes partout, là. Ça se fait dans les années 60. Et on lui avait demandé... Elle était reconnue par ses écrits, par... elle était consultée partout, elle est citée partout. Il y a ce qu'on appelle ici à Montréal maintenant les promenades de Jane, où le monde visite la ville. Puis on est dans 280 villes au monde, là, où on s'inspire de la façon de Jane Jacobs de voir des villes. En 1980, CBC lui demande de faire ce qu'on appelle les Massey Lectures, une série de conférences à la radio, et avec le sujet qu'elle choisit. Elle choisit les villes et la souveraineté association. Et là, elle écrit ce livre-là, qui est publié peu après, où elle recommande, elle dit, vraiment, là, c'est dans l'intérêt de Montréal que le Québec se sépare. Et peut-être c'est même dans l'intérêt du Canada. Et son analyse, c'est une analyse fine, ce livre-là. Elle fait la comparaison entre la Norvège et la Suède. Puis comment la Norvège s'est libérée de la Suède en 1905 au moyen d'un référendum. Après ça, il analyse Toronto à Montréal, puis il dit, si le Québec ne devient pas indépendant, Montréal va devenir une ville provinciale, un satellite de Toronto. Donc, elle écrit ça en 80. Moi, j'ai dit, je vais demander si elle pense toujours cela. J'ai demandé, est-ce que ça c'est en 2005, est-ce que vous tenez toujours ce propos? Elle a dit, plus que jamais, que vraiment, si les Québécois décident, c'est mieux pour le Québec, parce que pour l'avenir de Montréal, c'est clair que Montréal,
son avenir et l'ensemble du Québec par la suite dépendent d'une souveraineté, d'une certaine autonomie du Québec. Et elle dit que c'est nécessaire. Puis ça, son analyse vient de son analyse des villes dans le monde. Un pays tolère très mal deux métropoles. Alors, ils ont une tendance à centraliser, ce qui est le cas, et je pense que si on regarde Montréal, Toronto, elle avait tout à fait raison. Elle avait tout à fait raison. Si vous me permettez, je vais vous lire quelques passages que vous citez dans votre livre de la part de Mme Jacob. Le dilemme qui consiste à conjuguer la dualité du Canada français et du Canada anglais, une fédération de 10 provinces, demeure insoluble. Adopter la théorie voulant que le pays est constitué de deux peuples très inégaux en termes de nombre, mais égaux presque en termes de pouvoir sur le pays, rend la fédération non fonctionnelle. Mais retenir l'idée d'une fédération fonctionnelle signifie que les demandes du Québec pour l'égalité avec le Canada anglophone dans l'organisation gouvernementale ne peuvent être satisfaites. Et sur le potentiel d'un Québec indépendant, elle écrit « Comme nous le savons, la dépendance est débilitante. Sa contrepartie est parfois aussi vraie, c'est-à-dire que parfois l'indépendance libère des efforts de tout genre, dégage des sources d'énergie, d'initiative, d'originalité et de confiance en soi jusque-là inexploitées. C'est l'expérience, par exemple, de la Norvège quand elle s'est séparée de la Suède au début du 20e siècle. » C'était quand même beaux écrits d'une femme de cette qualité en 1980. 1980, puis elle est revenue là-dessus et elle a dit en 2005, elle a réitéré que son analyse tenait toujours la route. Vous avez publié une première édition en 2005 de votre livre « Le référendum volé ». Vous en avez fait une autre version en 2015 qui a paru à votre maison d'édition Baraka. Est-ce que vous maintenez toujours depuis ce temps, avec les informations que vous n'avez pas obtenues, que effectivement le référendum de 1995 a été volé? Oui. Mon premier éditeur sur ce livre-là avait choisi le titre avant que j'écrive. Je n'étais pas d'accord avec le titre. Quand j'ai commencé mon travail de recherche et d'entrevue, donc 1 an et demi, mettons, début 2004, à la fin de sa recherche, son livre est sorti, j'étais convaincu, puis je suis encore plus convaincu que jamais, que ça a été volé. C'était toutes sortes de trucs, toutes sortes de façons de faire en sorte que le Québec n'exerce pas son droit de déterminer librement son avenir. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Et la raison pour laquelle ça a été paru chez un autre éditeur, mais j'ai décidé de reprendre mes droits puis de le publier de nouveau chez Baraka, c'est parce que l'histoire, malheureusement, est écrite par les vainqueurs. Et des fois, on enterre la vérité. On enterre la vérité sur ces événements-là. Le cas de Terre-Neuve est un très bel exemple de ça, où on a enterré ce qui s'est passé. Et il est très important que les jeunes Québécois et Québécoises sachent ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une deuxième édition. On espère que le livre demeure disponible et en circulation. Il est très intéressant, très révélateur. Où serions-nous aujourd'hui si le oui l'avait emporté en 1995, selon vous? On parlerait sûrement des choses d'autres choses de ce dont on parle aujourd'hui. On ne passerait pas tout notre temps sur les médecins spécialistes, sur les urgences, sur ce qu'on porte quand on va avoir des services. On parlerait de grandes choses. On aurait permis et comme disait Jane Jacobs, c'est débilitant la dépendance. L'indépendance, ça libère des énergies. Tout à fait. Des énergies qui nous permettent d'aller dans toutes sortes de directions auxquelles on n'y pense même plus maintenant, parce qu'on est dans un carcan politique qui ne nous permet pas vraiment de rêver et d'espérer pouvoir réaliser nos rêves.